Et si l'idée la plus répandue sur la motivation était en fait complètement à l'envers? Ah, c'est une excellente question pour ouvrir notre exploration d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'on pense souvent, enfin, c'est presque un réflexe naturel pour l'être humain, qu'il faut absolument ressentir de la motivation, qu'il faut attendre cette fameuse étincelle intérieure pour pouvoir agir. C'est l'erreur classique, oui, attendre l'envie. Voilà. Mais face à une baisse d'énergie profonde, face à ces moments de léthargie où même l'idée de sortir du lit semble être une montagne, eh bien la réalité est tout autre. Attendre l'envie de faire les choses, c'est en fait le meilleur moyen de ne jamais les faire. C'est une observation fondamentale. L'attente de la motivation est souvent le plus grand piège dans lequel l'esprit peut s'enfermer. Absolument. Mais avant de plonger au cœur de ce sujet, il est essentiel de poser un cadre très clair. Attention, le contenu de cette session est à but éducatif uniquement et ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Il s'agit ici de décortiquer des mécanismes comportementaux et neurologiques, pas d'établir un diagnostic. Merci de le préciser, c'est crucial. Bon, décortiquons cela ensemble. Notre mission pour cette immersion est claire. On veut comprendre comment briser cette spirale descendante de la paralysie mentale et physique, surtout dans les moments de profonde déprime. Et ça, sans jamais avoir l'impression de devoir soulever des montagnes. Exactement. Et pour préparer cette session, on s'est appuyé sur un corpus fascinant de recherche en neurobiologie. Oui. Et aussi de cadres en psychologie comportementale. Et la promesse de ces données est vraiment puissante. D'ici la fin de notre échange, il sera évident que de minuscules changements de vocabulaire, couplés à de toutes petites micro-actions, peuvent littéralement recabler le cerveau. C'est un programme chargé. Un beau programme, ouais. Pour que ce soit concret, on va procéder par étapes. D'abord, on va observer ce qui se passe dans le corps, la véritable biologie de l'inertie. Très important. Ensuite, on verra comment tromper cette inertie avec des outils psychologiques insoupçonnés. Et enfin, on reliera tout ça au mouvement physique pour créer un véritable effet boule de neige. L'idée est s'installer confortablement, on a une grosse quinzaine de minutes devant nous pour tout repenser. Le pont entre ce qui se passe dans nos cellules et la façon dont on organise nos journées est ce qu'il y a de plus riche dans ces recherches. Souvent, la clé se trouve là où on ne l'attend pas. Alors, commençons par regarder sous le capot. Il y a un point de départ dans nos sources qui me semble vital parce qu'il enlève un poids énorme. Tu parles de la déculpabilisation, je suppose. C'est ça. Pour quiconque traverse une période sombre, il y a toujours cette petite voix intérieure, très cruelle, qui crie à la paresse. Or, les études neurobiologiques qu'on a rassemblées sont formelles. Tout à fait formel. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la faiblesse. L'état de déprime ressemble à s'y méprendre à une maladie physique. Mais pourquoi le corps devient-il si lourd en fait? Alors, l'une des approches majeures de nos recherches repose sur un principe central extrêmement contre-intuitif. L'action doit impérativement précéder la motivation. L'action avant la motivation? Oui, pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique, et même d'un point de vue évolutif. Quand l'esprit entre dans une phase de grande léthargie, le cerveau modifie sa propre chimie. Il change littéralement sa composition. Il se met en mode économie d'énergie, un peu comme un animal qui hiberne pour se protéger. Et cela se traduit par une chute drastique des niveaux de sérotonine et de dopamine. Donc on parle bien d'une vraie pénurie de carburant chimique. Exactement. Ces neurotransmetteurs sont les molécules de l'élan vital, les molécules de l'anticipation et de la récompense. Leur absence soudaine provoque une véritable baisse d'énergie métabolique. Une perte d'intérêt général. Et surtout, cette fameuse sensation de maladie, les membres pèsent une tonne. Alors que signifie cette chimie cérébrale au quotidien? Oui, qu'est-ce que ça implique concrètement? Le piège diabolique, c'est ce qu'on appelle la spirale descendante. Moins le corps bouge, plus il confirme au cerveau qu'il n'y a aucune raison de produire de la dopamine. Oh, le système s'auto-verrouille. C'est ça. Le manque d'action renforce la fatigue et cette fatigue empêche toute nouvelle action. Attends, donc l'idée, c'est de devoir agir alors qu'on n'a littéralement aucune force physique ou chimique pour le faire. Ça paraît complètement paradoxal. Ça l'est, en apparence. Pour visualiser la chose, c'est un peu comme une voiture dont la batterie est à plat en plein hiver. On peut s'asseoir au volant, tourner la clé de contact avec toute la volonté du monde, pleurer de frustration même. Le moteur ne démarrera pas. La batterie est vide, tout comme les réserves de dopamine. L'analogie est parfaite. Si la batterie est morte, la seule solution restante, c'est de sortir de la voiture, de la pousser physiquement sur quelques mètres et d'utiliser cet élan mécanique pour forcer l'alternateur à relancer la machine. Donc l'effort physique brut doit avoir lieu en premier.
L'effort forcé doit avoir lieu avant que l'étincelle ne se produise. C'est exactement la même chose pour le cerveau humain. L'objectif de ces techniques comportementales, ce n'est pas d'accomplir une tâche pour être productif. Non, c'est d'intervenir chirurgicalement en quelque sorte. Voilà, par le mouvement, pour amorcer la pompe chimique. D'accord? Donc on comprend bien que la chimie du cerveau bloque le moteur et la culpabilité n'a rien à faire dans cette équation. Maintenant, regardons concrètement comment forcer ce démarrage avec des stratégies presque invisibles. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment on peut reprendre le pouvoir par des astuces psychologiques très simples. Oui, si notre biologie nous maintient de force en mode économie d'énergie, comment la psychologie peut-elle nous aider à contourner ça? Si on connecte cette réalité biologique à la pratique quotidienne, c'est là que la psychologie offre des outils d'une subtilité redoutable. La léthargie profonde engendre un sentiment d'impuissance absolue. On se sent prisonnier de son corps. Et victime des circonstances. Et ce sentiment d'impuissance transparaît dans le vocabulaire. L'astuce la plus immédiate, mentionnée dans les cadres psychologiques de nos sources, consiste à surveiller son langage interne. Plus spécifiquement, à remplacer l'expression « je ne peux pas » par « je ne veux pas ». Je dois t'avouer que quand j'ai lu ça, j'étais assez sceptique. Devant un évier rempli d'une montagne de vaisselle sale, dire à voix haute « je ne veux pas faire la vaisselle » au lieu de « je ne peux pas », ça donne juste l'impression de baisser les bras, non? Ou d'être têtu. C'est une réaction très légitime. En apparence, c'est un abandon. Mais le mécanisme psychologique sous-jacent est très différent. En quoi ce simple changement de mot peut-il bien débloquer la situation? Dire « je ne peux pas », c'est valider l'impuissance. C'est dire au cerveau qu'on est une victime sans ressources. En revanche, dire « je ne veux pas », c'est revendiquer un choix. C'est affirmer une volonté, même si cette volonté s'exprime par un refus. Donc, on reprend possession de la décision. Exactement. Reconnaître que l'on choisit délibérément de ne pas faire quelque chose redonne instantanément une forme d'autonomie. L'impuissance s'efface pour laisser place au contrôle. C'est un acte de rébellion intérieure contre la paralysie. Ah, je vois. On récupère le volant, même si c'est pour décider de laisser la voiture au garage pour le moment. L'autonomie remplace la fatalité. C'est tout à fait ça. Mais une fois qu'on a récupéré ce minuscule fragment de contrôle par le langage, comment on passe à l'action concrète, surtout face à des tâches écrasantes, genre faire une lessive complète de A à Z? C'est là qu'intervient une stratégie de découpage couplée à un système de récompense immédiate. L'idée est de réduire cette montagne en micro-étapes presque ridicules. Par exemple, l'objectif n'est plus de faire la lessive. C'est juste de mettre les chaussettes dans le panier. Et le secret de cette approche, c'est d'y associer immédiatement une récompense. Mais attention, pas n'importe laquelle, si j'ai bien compris les sources. En effet, nos documents suggèrent d'utiliser les activités d'évasion, celles qu'on fait généralement quand on est prime. Il faut les utiliser comme de véritables récompenses officielles. Donc, si on suit cette logique, scroller sur un téléphone ou regarder une série au fond du canapé, ça ne doit plus être vu comme un échec. Pas du tout. Ramasser 3 vêtements par terre devient la micro-étape. Et immédiatement après, on s'accorde, de manière totalement assumée et sans culpabilité, 15 minutes de télévision ou de jeu sur smartphone. La télévision devient le salaire d'une action accomplie. Cela inverse totalement la dynamique de la culpabilité. Il y a aussi une autre astuce temporelle incroyable dans les documents. Elle joue justement sur cette idée de réduire la montagne. C'est l'utilisation des pauses publicitaires ou du chronomètre. Mais sérieusement, faire le ménage pendant les 2 minutes d'une pub à la télé, est-ce que ça suffit vraiment à relancer la dopamine? Ça paraît presque trop beau pour être vrai, et pourtant ça fonctionne. Précisément parce que la contrainte de temps trompe l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. L'utilisation d'un temps strictement limité est une arme contre l'anxiété en fait. Chronométrie, une petite tâche, permet au cerveau rationnel de constater qu'elle ne prend que quelques dizaines de secondes, et non pas les heures d'efforts épuisants que l'esprit imaginait. Et dès que le programme télévisé reprend, l'action doit s'arrêter net, même si le rangement n'est pas terminé. C'est la règle d'or. Le secret ici n'est pas l'effort, c'est de se concentrer sur l'image vivante du soulagement ressenti une fois la tâche accomplie. L'effort fait peur quand on n'a plus d'énergie. C'est la promesse de ce soulagement physique qui sert d'appât pour le cerveau. Le vocabulaire et le découpage des tâches brisent la paralysie mentale. Connectons maintenant cela au mouvement du corps. Très bonne transition. Donc, le langage redonne le choix, le chronomètre réduit la perception de l'effort, on commence à voir une issue. Mais comment le corps prend-il le relais de manière plus durable? C'est là qu'on observe le recablage du cerveau par les mains et le mouvement. Jusqu'ici, on a parlé de tromper l'esprit par des mots et du temps.
Mais l'esprit ne guérit pas tout seul en apesanteur. Le corps et l'esprit sont intimement liés dans ce processus. Et cela nous ramène au concept de neuroplasticité, la capacité du cerveau à modifier sa propre structure physique. La léthargie a tendance à enfermer le cerveau dans des réseaux neuronaux extrêmement rigides. Les pensées tournent en boucle, creusant un sillon de plus en plus profond. Mais en forçant de nouveaux comportements physiques, on oblige le cerveau à construire de nouvelles routes neuronales. C'est le principe qui stipule que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ce qui ressort avec force des textes analysés, c'est l'importance vitale de l'action manuelle. Pas seulement bouger pour bouger, mais faire quelque chose avec ses mains. Cuisiner en repas simple, rempoter une plante, peindre. Jardiner, trier des papiers. Mais pourquoi les mains ont-elles ce pouvoir si particulier? Pourquoi ne pas simplement lire un livre pour stimuler le cerveau? Parce que l'action manuelle, tactile, engage des circuits neuronaux très anciens d'un point de vue évolutif. Faire quelque chose de ses mains stimule le centre de récompense de manière beaucoup plus efficace qu'une action purement cognitive. Toucher la terre, sentir la texture des ingrédients, voir un résultat immédiat se former sous ses doigts. Tout cela envoie un signal fort de compétence au cerveau. Cela déclenche des micro-libérations de dopamine bien plus puissantes qu'une réflexion abstraite. Le concret nourrit le cerveau. Et les sources vont plus loin en insistant sur le rôle de l'aérobic. L'effort cardiovasculaire agit comme un puissant antidépresseur. Il augmente la sérotonine et la dopamine. Et il favorise activement la neurogénèse, la création de nouvelles cellules cérébrales, notamment dans l'hippocampe. On assiste donc à une véritable cascade de conséquences positives. Ces actions modestes fournissent l'énergie pour des étapes majeures. C'est l'effet boule de neige. C'est un tremplin vers d'autres techniques. Par exemple, mettre fin à l'isolement. Dire bonjour, planifier des rencontres. Impossible à annuler. Ou refroidir l'épuisement. Avec un cerveau qui recommence à tourner, il devient possible de manger nutritif, d'avoir une routine de sommeil stricte, de fixer des limites. Et de partir de là où l'on est. Lister ses forces pour accomplir de petites choses. Sans la première micro-action de la main, tous ces grands changements sont inaccessibles. C'est un recablage littéral. C'est fascinant de voir cette cascade d'effets positifs se déclencher. Savoir qu'une simple petite tâche peut modifier l'architecture des neurones, ça donne une toute autre dimension au quotidien. C'est la beauté de notre biologie. Bon, on a balayé la théorie, il est temps de rendre tout ce savoir concret et orienté vers l'action immédiate. Passons à l'application pratique. L'objectif est juste d'amorcer le changement. Voici un plan d'action très pragmatique, en 3 étapes, basé sur nos sources, à tester dans les prochaines heures. Étape 1. Identifier une tâche minuscule. Quelque chose qui semble écrasant aujourd'hui, mais qui est objectivement très petit. Ranger un seul objet. Ou lancer une lessive. Étape 2. Affirmer son choix pour briser l'impuissance. Il s'agit de prononcer à voix haute cette phrase « Je ne veux pas faire cette tâche, mais je choisis de m'en occuper pour me soulager ». Et enfin, étape 3. Appliquer la règle de la pause publicitaire ou du chronomètre. Y consacrer uniquement quelques instants. Et faire suivre immédiatement cette action de 15 minutes d'une activité refuge, comme un jeu sur téléphone ou la télévision. Il y a un obstacle anticipé qu'il faut mentionner. Le sentiment d'être submergé face à l'effort à fournir va tenter de reprendre le dessus. La solution, c'est de ne surtout pas penser à l'effort. Il faut se concentrer exclusivement, de manière très vivante, sur le résultat. Le soulagement physique qui suivra l'accomplissement. C'est la clé. Ne regardez que le résultat émotionnel. Nous arrivons au terme de cette exploration. Il est essentiel de regrouper les grandes pièces du puzzle. Si on doit rappeler la valeur fondamentale de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est cette idée fondatrice. L'action crée la motivation, pas l'inverse. L'attente de l'étincelle est une illusion. C'est très clair. Reformulons nos 3 points clés pour bien les ancrer. Premièrement, la chimie du cerveau fige le corps. Mais une simple étincelle mécanique, comme pousser une voiture en panne, suffit à relancer la machine de l'intérieur. Deuxièmement, revendiquer le « je ne veux pas » redonne le contrôle et pulvérise le sentiment d'impuissance. Et troisièmement, travailler avec ses mains et bouger permet de recabler physiquement les réseaux neuronaux. Des leviers puissants et accessibles à tous. L'invitation maintenant, c'est de passer à l'action. Il est très instructif de réfléchir à la micro-action qui résonne le plus avec sa propre situation actuelle et de tester la méthode du chronomètre dès aujourd'hui pour observer ce qui se passe. Et pour clore cette session, voici une pensée provocatrice laissée par nos recherches. On a vu comment l'action recable l'esprit. Mais et si la clé pour sortir des plus grandes impasses de l'esprit résidait simplement
dans la décision de bouger un seul petit doigt. Et si, au bout du compte, cette motivation mécanique devenait contagieuse pour notre entourage? Une excellente réflexion pour terminer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion passionnante au cœur des rouages de l'énergie humaine. Prenez soin de vous, un petit pas après l'autre, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.